Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Dispositif sécuritaire renforcé dans l'extrême nord après l'attaque de Boko Haram samedi. Le calme est revenu à Dabanga, un retour à la normale à l'actif de l'armée républicaine qui veille. Nous irons voir la sérénité sur place à Dabanga. Dispositif sécuritaire à revoir sur nos axes routiers. Les accidents mortels ont depuis longtemps dépassé la cote d'alerte au Cameroun. Le dossier du 20h30 revient sur les constats et les solutions partagées par les parlementaires et le gouvernement la semaine dernière. Et puis le dispositif pour la victoire qui se met en branle dans la tanière des Lions du handball. Les Camerounaises sont en stage pour la CAN qui s'ouvre le 10 juin ici à Yaoundé. Le point des préparatifs et les perspectives pour le tirage au sort demain jeudi, ce sera en page des sports de ce journal. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Mais d'abord, allons voir le gouvernement en concertation. Il y avait conseil de cabinet ce mercredi à l'immeuble Étoile sur la table des travaux présidés par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, à peine rentré de Bangui. La recherche des solutions innovantes pour la relance économique. Deux secteurs ont ainsi retenu l'attention. La recherche appliquée et puis la promotion de l'auto-emploi à travers une formation professionnelle de qualité. Également passé au crible du Conseil, les dernières tendances de la pandémie à Covid-19. Le reportage à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono. La pandémie du Covid-19 a étalé au grand jour les limites et les insuffisances de la recherche appliquée dans notre pays. Aussi, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté prescrit-il une concertation à brève échéance entre le ministère de l'économie et le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation. Il s'agit de trouver un mécanisme pérenne de financement du développement de la recherche scientifique appliquée aux défis de l'heure, notamment dans le cadre des maladies dites émergentes, pandémies et autres épidémies. Nous avons reçu des très fermes instructions de Monsieur le Premier chef du gouvernement allant dans le sens d'explorer, d'exploiter toutes les possibilités devant permettre de capaciter nos laboratoires, de capaciter nos structures afin de pouvoir produire ne serait-ce que quelques génériques, afin de pouvoir produire ne serait-ce que quelques vaccins. Autre prescription d'urgence au ministre de la Recherche, élaborer une véritable stratégie de développement et de promotion de la pharmacopée traditionnelle dont les vertus thérapeutiques sont incontestables. La démarche est quasiment la même en matière de recherche de nouveaux mécanismes de promotion de l'auto-emploi. L'objectif poursuivi par la politique nationale de l'emploi, naturellement, c'est de lutter contre la pauvreté et pour permettre à tous les Camerounais de pouvoir travailler. Lorsque votre offre au secteur public ne satisfait pas, il faudrait bien que vous ayez la possibilité d'être utile. Et c'est en cela donc que l'auto-emploi s'invite. Tirer avantage des opportunités qu'offre le nouvel environnement sanitaire dû à la pandémie du coronavirus, tel était aussi l'un des enjeux du conseil de cabinet du mois de mars, soit une année pleine après son irruption au Cameroun. Le Premier ministre chef du gouvernement qui revenait à peine de Bangui où il a représenté le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à la cérémonie de prestation de serment du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Au bilan de cette visite, on retient cette nouvelle ère qui s'ouvre pour la RCA et puis de belles perspectives également pour la coopération entre Bangui et Yaoundé. Laurentine Bokono était notre envoyée spéciale en Centrafrique.
Requis comme chief Joseph Dion Goté a effectué un beau voyage au pays Mpongo du nom de cette rivière qui serpente la capitale centrafricaine et que porte l'aéroport international de Bangui Mpongo. Sur très hautes instructions du chef de l'État Paul Biya qui l'a représenté à la cérémonie d'investiture du président Faustin Archange Touadéra, le premier ministre chef du gouvernement en est revenu avec un sentiment de satisfaction. D'abord sur le déroulement de la cérémonie proprement dite. Un grand succès. S'il faut juger par l'enthousiasme que les populations ont manifesté. Ensuite, le nombre et la qualité des délégations qui sont venues de l'extérieur, de l'Afrique, de la sous-région, de l'Afrique australe, de l'Afrique du Nord, de l'Europe, des États-Unis, des institutions financières. À juger par tout cela, nous pensons que ça a été une très belle fête, ça a été une grande réussite. Ensuite, sur le renforcement de la coopération Cameroun-RCA. Le président Paul Biya m'a remis un pli fermé que j'ai remis à son Excellence le président Touadéra. Le président Touadéra a été touché par cet acte du président Paul Biya et il a tenu à me redire combien les relations entre nos deux pays sont très fortes, très bonnes, que tout ce qui touche la République centrafricaine touche le Cameroun et vice-versa. Nous avons un corridor qui lie Douala à Bangui que nous devons protéger pour qu'il n'y ait pas de problème de rupture dans ce corridor. Réélu pour un second mandat de 5 ans, le président Touadéra apparaît comme l'homme d'État sur qui reposent les espoirs d'un retour définitif à la paix et à la réconciliation nationale pour un développement inclusif de la RCA. Le Cameroun devrait y aider et le fait déjà. Notre pays constitue en effet la principale porte d'accès maritime de la République centrafricaine. Un grand flux d'échanges économiques et commerciaux s'effectue sur l'axe vital que représente pour la RCA le corridor Douala-Bangui. Et la Grande-Bretagne post-Brexit qui poursuit son offensive de charme au Cameroun. Après le ministre chargé des Affaires africaines la semaine dernière, c'est au tour du ministre des Forces armées auprès du ministère britannique de la Défense de nouer des contacts de haut niveau cette semaine avec les autorités camerounaises. James Hepi échangeait ainsi ce mercredi avec le Premier ministre chef du gouvernement en compagnie de son Excellence Rowan James Laxton, le haut-commissaire de Grande-Bretagne et d'une autre forte délégation. À l'ordre du jour de cette audience, la sécurité dans le golfe de Guinée et dans la région du lac Tchad. Je vous propose d'entendre ici le ministre britannique des Forces armées au sortir de l'immeuble Étoile. Je suis là pour voir comment le Cameroun et le Royaume-Uni peuvent travailler ensemble. Je visite le Cameroun parce que vous êtes nos grands amis. Nous nous intéressons tous profondément à la situation sécuritaire au bassin du lac Tchad, à la lutte contre Boko Haram et à l'État islamique. Prioritairement, je suis là cette semaine pour discuter sur comment le Royaume-Uni et le Cameroun peuvent travailler ensemble pour relever le challenge, ainsi que d'autres défis globaux. Nous voyons d'autres pays dans le monde opérer avec de la mauvaise foi. Nous voulons travailler avec nos partenaires qui croient à la liberté, à la promotion de certaines valeurs que nous pouvons tous choisir. Nous nous intéressons sur comment sécuriser les routes de commerce par le golfe de Guinée et affronter la menace maritime. Le Premier ministre a été marqué par cette appréciation de l'armée britannique sur le travail que l'armée camerounaise est en train de faire. Nous voyons des résultats tactiques sur le bassin du lac Tchad où l'armée camerounaise lutte avec bravoure et efficacité contre les insurgents. Interview menée par Laurentine Bokono au Four et au Moulin ce mercredi. Et justement au sujet du renforcement du dispositif sécuritaire autour du lac Tchad, l'extrême nord Cameroun vient de vivre de nouveaux épisodes de tension avec les violentes attaques de Boko Haram à Dabanga. C'était samedi 27 mars. Mais notre correspondant sur place, Abdoulaziz Amadou, annonce que la vie a repris son cours normal à Dabanga et le dispositif de sécurité est maintenant renforcée à travers toute cette région de l'extrême nord. Abdoulaziz. Des véhicules et maisons incendiées, des murs transpercés par des balles. Malgré le deuil, les populations ont le moral rehaussé par la présence de leur armée. Certains, comme ces paysans, ont immédiatement renoué avec leurs activités. Le BIR nous a mis en confiance qu'ils sont toujours avec nous.
Depuis 2013, c'est ça notre travail avec les gendarmes, les militaires, la police, les BIR, les 41 BIM. On collabore très bien. Rassurés, les usagers de la route Maroua-Kousseri le sont aussi. Les forces de défense et de sécurité camerounaises les escortent au quotidien. Grâce à l'armée camerounaise, les BIR et les militaires, nous voilà, on sait n'importe quel on voyage. Ils sont en train de faire un très bon travail sur le chemin. À tout bout du chemin, vous trouvez une patrouille. Dans toute la région de l'extrême nord, le dispositif de sécurité a été renforcé depuis l'attaque de samedi par les autorités. Le général Sali, le com Ermia 4, est descendu pour voir comment créer d'autres postes pour renforcer la capacité de nos forces, mais également sécuriser les populations et leurs biens. Les autorités invitent la population à redoubler de vigilance. Autre chose à présent, revenons à la session parlementaire en cours où sénateurs et députés tenaient la semaine dernière une session spéciale consacrée à la récurrence des accidents de la route au Cameroun. Ce soir, la rédaction ouvre le dossier pour dresser l'état de cette question vitale et pour explorer quelques pistes de solutions. Mais d'abord, Oswald Modon, on convient que devant ces parlementaires, tous les ministres se sont accordés à reconnaître l'extrême gravité du taux de mortalité sur nos routes. Autant qu'une pandémie, les accidents de la route amputent la planète d'1 200 000 personnes chaque année. Mais ils laissent en plus 50 millions de blessés. Après avoir fait le yo-yo entre 2011 et 2016, période au cours de laquelle les accidents de la route enregistraient une moyenne de 1000 morts annuels au Cameroun, la morbide courbe a freiné sa course depuis 2017. Pour la première fois, le pays passait en deçà des 1000 décès liés aux accidents de la route. Entre 2019 et 2020, les routes camerounaises vont enregistrer 159 173 victimes au total. 892 d'entre elles vont malheureusement y laisser la vie. Avec plus de 40 000 accidentés pour 146 décès, la région du centre conduit le triste peloton de tête, suivi du littoral avec 29 651 accidentés pour 196 décès. Le nord recense un peu moins de 20 000 accidentés, avec 108 décès. Les causes de ces accidents de la circulation sont attribuées à l'excès de vitesse dans 35% des cas, 17% à l'état du véhicule. L'état de la route est responsable de 10% de ces accidents, quand 7% sont attribués au mauvais dépassement. Au Cameroun, les accidents les plus mortels surviennent dans la nuit. L'autre facteur aggravant du taux de létalité des accidents sur la route étant la distance qui sépare les théâtres des accidents avec les unités de prise en charge sanitaire, ce qui ne favorise toujours pas une intervention rapide et efficace. On vient de l'entendre, l'une des causes de ces nombreux décès sur nos routes reste l'état de ces chaussées, dégradées par de nombreux nids de poules, insuffisance de la signalisation et d'autres éléments de sécurisation. Les experts estiment donc cette responsabilité des mauvaises routes accidentogènes à 10%, comme vient de le dire Oswald. Mais question sur quel levier faut-il donc actionner au ministère des Travaux publics, par exemple, pour renverser cette lourde tendance. Question ce soir à Rodrigue Bertrand-Tuenou. Le premier levier actionné par le ministère des Travaux publics pour plus de confort et de sécurité sur les routes est relatif aux études et techniques de construction routière, avec en bonne place les équipements de protection et de sécurité. Ces équipements sont constitués des glissières de sécurité qui permettent de lutter contre le dérapage des véhicules dans les virages et les zones de remblai, les ralentisseurs de vitesse, des garde-corps sur les ouvrages de franchissement ou les ouvrages d'art. Le deuxième levier concerne les travaux de réhabilitation et d'entretien. Ici, grâce à sa brigade nationale des travaux en régie, véritable bataillon d'intervention rapide, les nids de poules sont traqués sans pitié. Autre levier, l'entretien préventif, dont l'épine dorsale est constituée de 20 stations de pesage ainsi que 1791 barrières de pluie. Et hélas, si les usagers, face à ce confort et à cette sécurité recherchée, continue de prendre le code de la route et la signalisation pour des ornements, la route sera encore le théâtre de nombreux drames.
En conclusion de ces travaux des parlementaires et du gouvernement, on a entendu qu'il est possible de réduire les accidents sur nos routes. C'est possible à condition de mener un travail de prévention en amont et c'est le but des réformes annoncées au ministère de la Santé publique et au ministère des Transports. Les ministres Manaouda Malachi et Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéhé ont ainsi donné un aperçu des actions à mener devant le Parlement à l'occasion de cette session spéciale. Synthèse de ces propositions avec Martine Noël Ndengue. Le gouvernement est aux urgences pour une bonne prise en charge des accidentés de la route, ce qui pourrait réduire considérablement le nombre de morts. Le ministre de la Santé publique a exposé à l'Assemblée nationale son plan d'intervention. Manaouda Malachi annonce une vaste restructuration. Première mesure, le renforcement du plateau technique des hôpitaux le long de ce qu'on pourrait qualifier de triangle de la mort. Douala, Yaoundé, Bafoussam Douala, dans les régions du littoral, du centre et de l'Ouest. Il s'agit à court terme de la dotation en ambulance, équipements et intrants au centre de prise en charge. Deuxième mesure choc, le renforcement des équipements des pompiers et la réhabilitation du SAMU. L'identification et la dotation des ressources humaines manquantes vont suivre, ainsi que la mise en place d'une coordination nationale de l'aide médicale au centre des opérations d'urgence de santé publique, ici à Yaoundé. Et ce n'est pas tout. Son collègue des Transports annonce également une vaste réforme au sein de son département ministériel, particulièrement visé ici, les voyages et accidents de nuit. Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéhé envisage une rationalisation des interventions à travers des contrôles mixtes de jour comme de nuit sur les différents axes routiers pour une réponse efficiente et efficace. Des mesures pour sauver des vies sur les routes. La suite du journal L'enquête du soir pour aller à la découverte de la nouvelle stratégie d'hygiène et salubrité. Elle est expérimentée en ce moment au sein de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e en partenariat avec la municipalité, un opérateur privé qui a lancé il y a 3 semaines la pré-collecte et le conditionnement des ordures avec un accent particulier dans les quartiers difficiles d'accès où seuls les tricycles et l'engagement de plus de 400 jeunes volontaires agissent. C'est une initiative du projet Commune Propre impulsée dans cette commune par le maire Augustin Bala. Nous découvrons tout cela dans cette enquête de Franck Evina. Des tricycles pour braver les ruelles escarpées des quartiers difficiles d'accès. 26 engins sillonnent Yaoundé 5 avec à bord des agents précollecteurs qui ramassent, conditionnent et déchargent. Les 20 secteurs supervisés par 20 agents passent tous les matins pour faire parvenir les sacs de conditionnement et les motos passent pour précollecter les ordures et les amener vers des endroits ISACAM. C'est de la précollecte, une méthode de ramassage d'ordures au plus près des ménages défavorisés. ISACAM n'arrive pas souvent ici parce que nous sommes très loin de la route. Il y a une bonne frange de la population qui garde les ordures à l'intérieur des quartiers, parfois les déversent dans les cours d'eau, parce qu'ils n'ont pas un moyen de les évacuer. Les déchets précollectés sont ensuite conditionnés. Un rouleau de plastique biodégradable à 2000 francs CFA pour s'assurer 1 à 2 mois de service. Il y a aussi même les bacs d'ISACAM qui, grâce à ces sacs plastiques qui contiennent les ordures, ne laissent plus dégager des odeurs nauséabondes. Et puis aussi, les agents d'ISACAM n'ont plus besoin des fourches, des cache-nez, des râteaux. Une nouvelle dynamique d'hygiène appelée à se vulgariser. Parce que nous devons aussi avoir au Cameroun des villes où on ne trouve pas forcément des immondices d'ordures. Un combat pour la propreté des villes avec des revenus à créer. À Yaoundé 5, 425 jeunes sont enrôlés dans le projet Commune Propre. La suite des travaux à la session parlementaire de mars, les sénateurs examinent en ce moment 5 projets de loi au sein de la Commission des Affaires étrangères. Le bal du passage des membres du gouvernement était ouvert par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, qui est allé défendre 2 projets de loi. Nous faisons le point avec Mathieu Kemgo. Les 5 projets de loi déjà adoptés à l'Assemblée nationale ont reçu l'onction de la conférence des présidents au cours des travaux présidés par Mfor Tabetando.
Le vice-président du Sénat a ensuite communiqué les 10 textes aux sénateurs au cours de la plénière qui a suivi avant de les confier à la Commission des Affaires étrangères. L'instance que préside Fondo Ganyonga III s'est immédiatement mis au travail avec comme premier dossier le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté entre le Cameroun et le Brésil. Texte défendu par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Laurent Esso a également donné des précisions sur le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord d'extradition entre le Cameroun et le Brésil. 2 textes qui renforcent la coopération judiciaire entre les 2 pays et garantissent l'exécution effective des décisions de justice devenues définitives. 3 autres textes étaient attendus à la Commission des Affaires étrangères, portant l'un sur la facilitation d'obtention de visas entre le Cameroun et les Émirats arabes unis, défendu par le ministre des Relations extérieures. L'autre sur l'accord de Georgetown sur les relations économiques entre les pays ACP et défendu par le ministre de l'Économie. Le 3e texte veut faciliter l'accès des aveugles et autres déficients visuels aux œuvres publiées. Il est défendu par le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné. Les forêts OptiSoin, le système informatique de gestion des informations sur les forêts camerounaises, est expliqué depuis ce mercredi aux acteurs du ministère des Forêts et de la Faune. L'atelier se tient au centre zoobotanique de Mvogbeti, ici à Yaoundé, sous la houlette du ministre Jules Doré-Ndongo. Il explique ici plus avant l'intérêt de cet atelier dans une interview avec Augustin Bichoka. Une deuxième génération qui doit nous permettre d'améliorer nos performances en termes de lutte contre l'exploitation forestière, nos performances fiscales, nos performances en matière même de maîtrise de la production forestière. Et donc, pour ce faire, des postes de contrôle ont été mis en place. Les personnels qui vont animer ces postes de contrôle, donc les chefs de poste de contrôle forestier qu'on appelle Checkpoint Traçabilité MINFOF, leurs délégués départementaux, leurs délégués régionaux sont tous venus à Yaoundé pour qu'ils soient formés. Le Cameroun qui travaille par ailleurs à la mise sur pied d'un système d'observation et de suivi du travail des enfants. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, l'a annoncé ce mercredi au cours du lancement virtuel de l'année internationale de l'Afrique pour l'élimination du travail des enfants dans la sous-région d'Afrique centrale. Reportage de Joël Igor Abanda. Le Cameroun fait partie des 12 pays qui ont mis sur pied des stratégies pour éradiquer le travail des enfants. Une volonté du gouvernement camerounais présentée ici par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale au cours du lancement virtuel de l'année internationale de l'Afrique pour l'élimination du travail des enfants. Il s'agit entre autres de la mise en œuvre du plan d'action national pour l'élimination des pires formes du travail des enfants au Cameroun, PANETEC en abrégé, de la tenue régulière des sessions du Comité national de lutte contre le travail des enfants et de l'organisation d'un atelier national d'identification des actions prioritaires pour la lutte contre le travail des enfants. En 2016, un 5e des enfants africains, soit 72 000 enfants, travaillaient. Tous les États membres de l'Organisation internationale du travail, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes à cette visioconférence veulent alors fournir un terrain à l'Union africaine pour présenter son plan d'action et son engagement à éliminer le travail des enfants, le travail forcé, l'esclavage moderne et la traite des êtres humains sur le continent. La santé et le renforcement du dispositif de prise en charge du Covid-19. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, réceptionnait ce mercredi 15 nouvelles ambulances, un don du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement et de la Banque islamique pour le développement qui vient améliorer le plateau technique au Cameroun. Laurence Okalia. 15 ambulances médicalisées pour accélérer la riposte contre le Covid-19. Le docteur Manaouda Malachi conduit lui-même la rétrocession de ce matériel, obtenu grâce au financement de la Banque islamique de développement et par le biais du Programme des Nations Unies pour le développement. La fois dernière, on avait reçu
10 ambulances, nous en recevons aujourd'hui à 15. Ces ambulances ont été reparties sur la base véritablement des priorités sur le terrain. Le Cameroun peut donc se féliciter de l'importante mobilisation des concentrateurs qui sont une bouffée d'oxygène pour le corps médical. Les ambulances de type C sont des matériels de pointe dotés du nécessaire pour les soins intensifs. Ils peuvent transporter les patients mais aussi aider à l'approvisionnement pour les premiers soins et l'oxygène. Ce matériel médical démontre à suffisance l'engagement du gouvernement à doter le pays d'un système de santé paré à toute éventualité. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Nous parlons de la résurgence des contaminations au Covid-19 et de ces cas qui sont généralement asymptomatiques ces jours-ci. Leur prise en charge, nous a-t-on dit, se fait à domicile essentiellement. L'efficacité de cette technique de traitement est revisitée ce soir par notre reporter Évariste Eyenga et son invité qui nous attendent déjà au centre des opérations des urgences de santé publique à Messa à Yaoundé. Bonsoir Évariste. Bonsoir. Pendant cette résurgence annoncée par les responsables sanitaires du Cameroun, la plupart des cas sont asymptomatiques, c'est-à-dire ne nécessitent pas une prise en charge hospitalière. Ils peuvent être objet d'un suivi à domicile. Comment cela se passe? On en discute avec le docteur Sonia Mahob de l'unité prise en charge. Docteur, bonsoir. Bonsoir, M. Evariste. Merci d'avoir accepté notre invitation. La prise en charge à domicile, quel avantage pour le système de santé? L'avantage que apporte le système de santé, c'est qu'ils vont soulager d'abord les formations sanitaires qui sont saturées avec les cas symptomatiques. Et aussi, c'est plus facile pour le patient d'être dans un environnement qu'il connaît, parce que nous connaissons comment l'environnement hospitalier est stressant pour le malade. Donc, nous voulons favoriser un environnement plutôt stable pour faciliter un certain nombre de choses. Maintenant, quand on tient compte de certaines réticences, lorsqu'il s'agit d'une prise en charge à domicile, est-ce que le patient il ne peut pas être un peu négligent si le médecin n'est pas à côté? C'est pour ça que pour le suivi à domicile, il doit être fait par un personnel de santé. Normalement, le suivi à domicile, comme ce sont des patients qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas de symptômes, ne nécessitent pas forcément un suivi journalier. Donc, il y a des jours où nous appelons le malade et nous apprenons aussi au malade à reconnaître certains signes de danger qui peuvent nécessiter une extraction de ce patient du domicile vers une formation sanitaire. Docteur Sonia, merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a une partie de la conscience individuelle de chacun des patients lorsqu'il est pris en charge à domicile. Il faut être à l'écoute du personnel médical chargé de ces suivis. Merci Évariste. Et pour poursuivre le point sur la résurgence du Covid-19, nous vous invitons à retrouver sur cette antenne, immédiatement après le journal, Aimé Robert Biyina avec un panel d'experts pour une émission spéciale sur ce Covid et le long combat. Ce sera donc le décryptage de toutes les évolutions constatées ces dernières semaines sur le front de la lutte contre la pandémie. La page des sports à présent est le tirage au sort demain jeudi de la CAN féminine de handball 2021. Les Lionnes indomptables du handball sont déjà sur le pied de guerre. Le stage entamé à Yaoundé prépare les Camerounaises pour cette Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames qui se tient du 10 au 20 juin ici à Yaoundé. Et ce sont des Lionnes plutôt motivées que vous avez vues en entraînement ce mercredi. Georges Marcel, Messila. Sous une apparence tranquille, le palais polyvalent des sports de Ouarda grouille en fête d'activité.
Ce mercredi matin, c'est séance physique pour tout le monde. Les muscles souffrent certes, mais les souris sont au rendez-vous. C'est un travail très difficile avec des douleurs ou des répercussions sur les organismes, mais elles le font avec beaucoup de joie. Je suis assez content d'elle. Un stage démarré le 16 mars dernier et qui ne s'achèvera qu'à la veille de la compétition que le Cameroun va accueillir. En attendant sa légion étrangère, le coach Serge Gebeko a réuni 25 joueuses locales pour un travail de fond. L'aspect physiologique, l'aspect technico-tactique, l'aspect psychologique et l'aspect stratégique. Le staff s'est réjoui des conditions de travail et les Lions veulent remporter la CAN qui se joue du 10 au 21 juin prochain et obtenir leur ticket pour la Coupe du Monde. Elles sont sûres de leurs atouts. Nous avons un bon groupe, il y a les jeunes qui se sont infiltrés. Nous connaissons les équipes que nous allons rencontrer, mais nous avons confiance, on respecte l'adversaire, on n'a pas peur de l'adversaire, nous avons confiance en nous-mêmes. C'est au palais polyvalent des sports que se bâtit le futur et les filles font tout pour monter sur le toit de l'Afrique du handball pour la première fois de l'histoire au soir du 21 juin prochain. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et pour préparer cette compétition, une mission d'inspection de la Confédération africaine de handball séjourne à Yaoundé depuis le week-end. Le tirage au sort, ce sera donc, je vous l'ai dit, demain jeudi, sous la supervision d'Adolphe Aremou Mansourou. C'est le président de l'organe fêtière du handball africain. Il rassure que cette 24e édition sera un grand succès ici au Cameroun. Jean-Marcel Messila, une fois de plus. Pour le président de la Confédération africaine de handball, la tenue de cette 24e Coupe d'Afrique des Nations intercamerounaise est à la lettre au crédit du chef de l'État, Paul Biya. Si nous sommes là, c'est parce qu'il a permis au Cameroun d'abriter cet événement en faveur de la gente féminine. Il a ainsi donné l'occasion à la jeunesse féminine africaine de se donner rendez-vous ici à Yaoundé au mois de juin. Une compétition qui devait se tenir en novembre dernier et qui avait été décalée pour cause de coronavirus. Le virus est toujours présent et la Confédération africaine de handball en tiendra compte. Nous prenons les dispositions, surtout, n'est-ce pas, pour que nous puissions remplir le cahier des charges par rapport à la Covid-19 en ce qui concerne le Cameroun, parce que nous amenons des étrangers. Il faudrait que nous nous soumettions, n'est-ce pas, aux règles qui sont établies ici. Adolphe Mansourou Aremou ne doute pas un seul instant de la capacité du comité local d'organisation de proposer une compétition de haut niveau. 11 des meilleures équipes africaines seront donc présentes à ce rendez-vous aux côtés des Lions indomptables du Cameroun. Tirage au sort des poules ce jeudi en direct sur les antennes de la CRTV. La fin du 20h30, il y avait essentiellement le conseil de cabinet du mois de mars pour booster la recherche appliquée sur le VIH-Sida. Par exemple, le journal était préparé avec la collaboration de Christelle Fouda et de Augustin Ngononga. Retrouvez donc immédiatement sur cette antenne Aimé Robert Bihina et ses invités dans cette émission spéciale pour faire le point du combat que mène le Cameroun contre le Covid-19. Covid, le long combat. Très belle soirée sur nos antennes et à demain, 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.